Aujourd'hui, on fait une sortie super cool parce que je vous ramène dans une entreprise qui fabrique des imprimantes 3D. Alors je vous le dis tout de suite, si vous ne savez pas ce que c'est que l'impression 3D, c'est pas là que vous allez l'apprendre, vous allez voir différentes techniques certes, mais le principe de l'impression 3D ne sera pas expliqué en détail ici. Je vous invite plutôt à écouter l'avis des moutons de Pat, je ne sais pas comment on le dit, qui a sorti avec Picaboo un long épisode d'1 heure sur l'impression 3D. Et la première partie explique très bien ce que c'est, donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille avant de voir cette vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Et maintenant justement, on va aller voir Alchimy's OpenEdge, comme je vous ai dit, une boîte qui fabrique des imprimantes 3D et qui, je trouve, est un petit peu en avance sur les autres, car il propose des modèles aussi adaptés à l'éducation. Et ça, c'est vachement bien. C'est parti. Bonjour, Danielette, je suis ingénieur ENIM et donc je suis le co-dirigeant du groupe Alchimy OpenEdge, un groupe de différentes startups où nous sommes spécialisés dans la fabrication additive. Je m'occupe tout particulièrement du développement de OpenEdge au niveau de l'aspect formation. Nous concevons, fabriquons et commercialisons des imprimantes 3D de tout type, mais essentiellement dédiées à l'industrie. Au sein du groupe Alchimy, nous créons, commercialisons, fabriquons des imprimantes 3D spécialement dédiées à l'enseignement, à la recherche et bien entendu à l'industrie. Nos machines sont de plus en plus grosses, puisque nous atteignons des zones d'impression étant de l'ordre 1 mètre cube. Personnellement, je développe tout particulièrement l'aspect formation et centre de formation OpenEdge, puisqu'OpenEdge a comme activité la recherche et la formation. Au niveau de la formation, nous commençons à former des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'investir sur le sujet de la fabrication additive, donc l'impression 3D. Nous formons également des BTS en alternance. Donc demain, nous allons proposer des formations pour les personnes à mobilité réduite. On va également proposer des formations sur la fabrication additive pour des personnes qui souhaiteraient faire des reconversions professionnelles. Et enfin, nous allons ouvrir sur Dieuze une classe d'ingénieurs en étant associés à une école d'ingénieurs du sud de la France qui travaille en robotique et cobotique. J'ai découvert la fabrication additive dans les années 92. À l'époque, j'étais métrologue et je me suis passionné du sujet. Et j'ai attendu que les brevets tombent dans le droit public, notamment sur le dépôt de fil, pour faire partie du mouvement REMRAP. Et clairement, on a d'abord travaillé sur des machines, les toutes premières, dans le cadre de ce mouvement-là. Et on a formé une petite équipe avec Emmanuel Gilloz, Nathalie et moi-même, où on a travaillé sur les toutes premières machines. Derrière, moi j'ai ma propre vision de l'évolution de ce marché. Pour ma part, je suis convaincu que, comme pour l'informatique, il y a différentes phases. La première phase, c'est la phase où notamment les passionnés prennent le sujet à bras-le-corps et en font quelque chose. Puis derrière, je suis convaincu que c'est les PME, PMI qui vont profiter de l'avancée de cette technologie. Et enfin, une fois que les choses soient bien établies, qu'on a en réalité fait de ces machines des machines qui sont pratiquement du plug and play, ça reviendra au grand public. Pour l'instant, je crois que c'est réellement réservé d'un côté des passionnés, de l'autre côté des industriels qui sont prêts à se former sur le produit. Dans notre cas, nous sommes uniquement dans le fil fondu pour des raisons d'environnement, pour des raisons de santé, puisque le frittage laser a comme inconvénient d'utiliser des poudres très très fines qui peuvent, le cas échéant, dans le cas de mauvaise utilisation, se retrouver dans l'être humain. Nous n'utilisons pas non plus de système de
lithographie, du style utilisation de résine pour faire des pièces, pour des raisons là aussi de santé, puisque ces résines peuvent avoir des particules et des choses qui peuvent être mauvaises pour la santé. Et d'autre part, les pièces réalisées en résine sont impactées par la lumière et donc évoluent dans le temps. Donc nous sommes très axés sur tout ce qui est fil fondu, qu'il soit plastique ou métal. É exagero o que se está a passar. É demasiada energia no mesmo lugar. Cá em Raios, quando a festa é no meu andar e os vizinhos de baixo não podem sequer reclamar. Não há vassoura que chega à estratosfera. Ninguém abate a fera. Entra em combate e ferra. Entra na loja e crava. Entra na nave e nada. É jacuzzi. Está bem equipada, pronta para entrar. Nous travaillons déjà depuis quelque temps sur une machine fil chaud fondu métal. Nous travaillons avec différents partenaires, un partenaire qui s'appelle l'Institut de soudure, que tout le monde connaît, 1200 collaborateurs en France, et un autre partenaire important, GIS, qui fabrique la source permettant justement de fondre ce fil chaud comme un peu une soudure. Ces machines sont très attendues aujourd'hui des industriels qui souhaitent très rapidement utiliser de telles machines pour éviter énormément de copeaux. Pour nous, en fin de compte, le délai sur la fabrication métallique, on va avoir les premiers éléments qui vont sortir dès cette année, mais il va y avoir encore évidemment 3 à 5 ans de développement pour pouvoir le décliner dans toutes les nuances, et ça va permettre réellement de réduire le process de fabrication additive pour pouvoir adapter notamment sur le marché des usineurs. Car aujourd'hui, pour faire une pièce métallique, on utilise un lopin de matière qu'on usine totalement. Donc ça nous permettra demain de faire des pièces où on aura juste la matière nécessaire directement. Donc ça va éviter environ jusqu'à 70% de copeaux. On n'aura plus qu'à usiner les parties devant respecter une tolérance et une dimension obtenue par l'usinage. Si aujourd'hui on regarde le paradoxe des usineurs, c'est que 20 à 30% du prix du produit, c'est la partie matérielle. Tout le reste, c'est la partie machine, temps, homme pour usiner les pièces. Et à partir de la fabrication additive, on peut enlever tout le chemin de l'ébauche et ça divise par 4 le temps d'usinage. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important et c'est quelque chose qui va venir dans l'année à venir, dans les 2-3 ans qui viennent. La machine HDE, c'est cette machine que nous avons spécialement développée pour l'enseignement. C'est une machine qui est verrouillable, qui est totalement fermée quand elle imprime, qui a un écran tactile qui permet de simplifier énormément les choses et de pouvoir facilement imprimer. Elle permet par Wi-Fi ou par clé USB d'amener le fichier que l'on va imprimer. La chaîne numérique associée à l'impression 3D est la suivante. Tout d'abord, on conçoit une pièce en 3 dimensions avec un logiciel, qu'il soit SketchUp jusqu'à CATIA, en passant par SolidWorks ou d'autres logiciels plus simples qui permettent même à des enfants de créer des pièces en 3 dimensions. On demande à ces logiciels de sortir un fichier .stl. Habituellement, les fournisseurs de machines demandent à ce qu'on prenne ce fichier .stl pour le transformer en fichier .gcode, et les machines, ce sont les fichiers .gcode qu'elles impriment. Nous avons fait une machine qui permet d'imprimer le fichier .stl. Donc ça permet à quelqu'un qui ne voudrait pas s'investir énormément dans la fabrication additive d'imprimer des pièces simples, facilement, en imprimant directement le fichier 3 dimensions de sa pièce, juste en indiquant la matière, la densité, avec ou sans support, et en faisant imprimer. Après, celui qui souhaite imprimer une pièce en travaillant sur les paramètres, je rappelle qu'il y a de 30 à 60 paramètres qui peuvent être modifiés, eh bien, on passe du fichier .stl à un fichier G-code travaillé et on imprime le fichier G-code. La machine le permet également. Donc c'est une machine qui a l'avantage d'être simple de réglage, puisque le plateau est mobile en Z et on le règle avec simplement 3 molettes. L'avantage également de cette machine, c'est que quand elle imprime, la porte est verrouillée.
ce qui permet d'éviter qu'un jeune, un étudiant, un lycéen ou un collégien puisse ouvrir la machine et toucher quelque chose, une partie qui serait chaude, etc. et puis dérégler l'impression. Donc c'est une machine idéale pour l'enseignement. Donc je m'appelle Jonathan Roth. Chez Alchimie, je suis responsable de la partie électronique et logicielle. Donc de tout ce qui va toucher à l'électricité, l'électronique, les cartes, ainsi que les logiciels pour dialoguer avec les cartes, dialoguer avec les ordinateurs, etc. Alors ça c'est une carte qu'on réalise nous-mêmes, qui permet de réguler l'enceinte intérieure des imprimantes, donc d'avoir une température constante à l'intérieur des imprimantes, pour éviter d'avoir des problèmes des défauts de qualité en fait, dus à la température ou à une variation de température dans les machines. C'est une carte qui est que sur nos machines et qui est, on n'est pas forcément les seuls à faire ça, mais on a notre solution pour ça, quoi. Soit on a une solution qui existe dans ce commerce qui correspond à 100% à ce dont on a besoin. Dans ce cas-là, on va plutôt partir sur une solution du commerce parce que généralement c'est plus intéressant économiquement. Et sur tout ce qui est test, validation, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Mais si la solution ne correspond pas tout à fait à notre solution, on va plutôt développer notre solution pour arriver à ce qu'on veut en fait. Mais c'est vrai qu'on avait à l'époque une idée en fait de mettre un écran tactile pour pouvoir utiliser les imprimantes de manière autonome. Donc de passer directement du logiciel de 3D à l'imprimante, un peu comme on fait avec les imprimantes papier. Et donc il a fallu, vu qu'il n'y avait rien dans le commerce à cette époque-là, trouver une solution, une carte, un écran, tout ce qui est logiciel, développer l'intégralité du logiciel pour dialoguer avec l'imprimante et réussir à fournir au client une solution. En gros, en 2 clics, on choisit son modèle, on fait imprimer et la pièce sort sur l'imprimante. Donc ça c'était le but, quoi. Je vois que vous travaillez sur Linux, c'est bien? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, par principe, je suis assez pour l'open source, même beaucoup pour l'open source. Alors dans certaines limites évidemment, on reste une société commerciale, il faut qu'on gagne de l'argent, donc on ne peut pas tout donner gratuitement. Mais dans le fond, ouais, je suis plutôt pour l'open source. J'aime bien utiliser des solutions qui vont être libres, qui sont en place, voire pour, par exemple pour tout ce qui est firmware des imprimantes. À la base c'est un firmware libre dans lequel on va, si vous voulez, rajouter ce dont on a besoin et les refournir à tout le monde librement en fait. Donc oui, donc Linux s'imposait un peu logiquement et c'est vrai que j'ai aucun intérêt à travailler sous Windows. Donc. Je m'appelle Raphaël Canovas, je suis designer industriel dans la société Alchimie SAS et je m'occupe donc de faire la modélisation et la conception des machines spécifiques, donc des machines qui sont où le client peut demander des tailles spécifiques, donc plus grandes que 500 par 500 mm. Et je fais toute la modélisation mécanique. Donc je m'occupe de faire toute la modélisation. Donc là vous pouvez voir un exemple de la machine qu'on a en prototype. Du coup je m'occupe de faire toute la modélisation, tout ce qui est armature, tout ce qui est en mouvement dans la machine, c'est-à-dire les axes X, Y et Z, et l'emplacement des parties électroniques. La particularité de ces grosses machines, c'est d'avoir un système de retour d'information sur les positions de la tête, donc de la buse d'impression, et notamment d'avoir une armature qui est bien plus importante, qui est bien plus solide que les plus grosses machines qu'on utilisait jusqu'à présent. Et une autre chose, c'est que celle-ci sera à même le sol, donc elle est complètement posée sur le sol, elle n'est pas sur une table. Et c'est des machines qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Donc voilà. Et sur les zones d'impression, pour l'instant, sur les prototypes qu'on a fait, on est sur des zones d'impression de 600 par 600. Et la plus grosse, on est monté pour l'instant jusqu'à de 800 à 650 mm. Au niveau de la taille des pièces, nous imaginons aujourd'hui faire des machines qui auront jusqu'à 10 mètres de long, sur 4 mètres de large et 2 mètres environ de hauteur. Donc on peut imaginer dans le futur
imprimer de très très grosses pièces. Mais pour cela, ça signifie une chose, c'est qu'on doit imprimer beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Il faut savoir que la plupart des machines du marché impriment 4 à 500 grammes de matière par jour. Demain, il faut savoir que ça sera bien plus de poids d'impression que nous allons faire par jour. On peut imaginer atteindre 10, peut-être 20 kilos de matière imprimée par jour. En fait, pour arriver à ça, il faut maîtriser les 4 piliers de la fabrication additive. Le premier pilier, c'est la conception de la pièce. Il faut que la pièce soit bien conçue. Le deuxième pilier, c'est avoir une machine de bonne qualité. Le troisième pilier, c'est avoir un filament de très bonne qualité et stable dans le temps. Et d'ailleurs, pour cela, nous allons, en 2018, créer une entreprise dédiée au sujet. Et pour finir, le quatrième pilier, c'est le paramétrage. Et pour cela, nous formons, comme en ce moment, des jeunes et moins jeunes au paramétrage nécessaire à faire des impressions de bonne qualité, en utilisant tel ou tel logiciel libre ou alors payant. Parce que le choix du logiciel est très important. En fonction du résultat qu'on veut obtenir, en fonction de la forme de la pièce, en fonction de sa machine, on va utiliser tel ou tel logiciel et on va faire tel ou tel paramétrage. Donc là, on commence à avoir des professionnels de la fabrication additive. Et là, on ne fait plus des réglages à peu près bons, on fait des réglages très très bons qui permettent de sortir des pièces de grande qualité. Ce sont nos recherches qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'on arrivera à imprimer beaucoup plus de matière par jour. Donc dans la démarche, comme je vous ai dit, on a d'abord travaillé sur des petites machines et progressivement, en ayant comme clients des industriels qui viennent avec leurs propres objectifs, ça nous a poussé aussi à développer des machines de plus en plus performantes, ce qui ramène aujourd'hui à la machine qui est derrière nous, qui fait partie de la gamme Optimus, qui pour nous est la machine qu'on adapte suivant le besoin de l'industriel. On va réellement adapter aussi bien en termes de dimensionnel qu'en termes de technologie, qu'en termes d'adaptation sur les matériaux, la machine aux besoins de l'industriel. Donc c'est réellement le dernier cri de nos machines. Donc on a développé la totalité, la partie électronique jusqu'à la partie développement en partenariat avec des fabricants d'axes sur des axes spécifiques. Aujourd'hui, c'est une machine qui va permettre de répondre réellement à des besoins industriels sur une machine qui est capable de tourner 24 heures sur 24 sur des débits qui sont souvent beaucoup plus importants que ce qu'on peut faire sur des machines traditionnelles. Alors je vois déjà certains me dire l'impression 3D ça ne sert qu'en entreprise. Et c'est pas vrai parce que j'ai eu l'occasion d'en servir récemment. Vous voyez ce petit micro qui est ici, il y a une pince et un support qui permet de fixer le micro sur cette pince. Ce support a cassé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout simplement une photo de ce support que j'ai intégré dans SketchUp, j'ai pris les codes de cette pièce, j'ai reproduit ce modèle dans SketchUp et je l'ai imprimé tout simplement. Alors j'ai dû faire quelques essais parce qu'évidemment le plastique n'ayant pas la même résistance et la même densité que le fer qui était utilisé pour ce support, ça a cassé très vite. J'ai dû adapter le modèle, j'ai fait quelques modifications et voilà, c'est actuellement le support imprimé en 3D qui supporte mon micro. Donc ma vision de la fabrication additive, donc ce qu'on appelle communément l'impression 3D, c'est qu'aujourd'hui on va répondre dans un premier temps réellement aux besoins des industriels en ayant des machines de plus en plus grandes, de plus en plus rapides en termes de travail, de plus en plus stables, de plus en plus répondant aux besoins industriels. Il va y avoir une multiplication des matériaux utilisés. Donc ça va être quelque chose qui va vraiment être dans les prochaines années. Et on va d'ailleurs nous déposer un certain nombre de brevets cette année qui vont nous permettre d'accélérer encore l'impression. Donc ça c'est un point qui était important pour les industriels qui en fin de compte le frein de la quantité de matière déposée en une journée pouvait les gêner un petit peu. Là-dessus il y a une vraie accélération qui va venir dans les années à venir. Le grand public évidemment va pouvoir prendre ce type d'équipement, mais moi je visualise ça d'ici 5 à 10 ans quand les équipements seront vraiment plug and play. Demain, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra éviter de connaître tout ce qu'on doit savoir pour pouvoir faire un bon paramétrage, etc. Donc il faut imaginer qu'on doit d'abord faire travailler l'intelligence artificielle pendant plusieurs années. On peut imaginer 5 années de développement pour pouvoir faire que le particulier puisse réaliser lui-même des pièces de bonne qualité très facilement.
Pour être très simple, ma vision des choses, un matériel devient un grand public quand on peut mettre un coup de pied dedans et qu'il marche encore. Donc quand on parle des machines qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, ce sont surtout des machines qui sont adaptées à des passionnés. Pourquoi? Parce que sinon, elles vont marcher 1 mois, 2 mois, mais un peu comme les PC des années 85, hein, pour être simple. Si vous regardez à cette époque-là, les gens s'équipaient d'un PC, ne savaient pas trop quoi en faire. C'est réellement devenu grand public dans les années 98-2000. Hein, donc ça fait quand même un delta d'une quinzaine d'années entre le moment où on a appelé ça personal computer au moment où c'est réellement devenu grand public. Donc la fabrication additive ne va pas passer à côté de ce phénomène-là. Donc c'est d'abord les passionnés, c'est les gens qui sont prêts à y mettre du temps, c'est les industriels parce que ça leur apporte de vrais services et demain le grand public. Donc la machine pour le particulier arrivera dans nos foyers aux environs des années 2022-2023. Je pense que le service, par contre, de l'impression 3D prendra un petit peu le pas plus tôt, c'est-à-dire fabriquer sa propre petite pièce qui nous manque, mais au travers soit de Fab Lab, soit d'entités qui vont installer et qui vont maîtriser le process de fabrication additive et rendre ce service aux clients finaux. Mais que tous les clients finaux, donc tous les particuliers, aient une imprimante 3D chez eux, il va y avoir encore un petit peu d'eau qui va couler sous les ponts et surtout quelques gaps technologiques à atteindre. Parce qu'il faut que la machine, lorsque un particulier, en fin de compte, utilise une machine, il a tendance à appuyer sur un bouton. Et ces personnes-là pourront, pour certaines, commencer à utiliser des machines et demain attendront l'avènement des machines dédiées aux particuliers. Sachant que 5 ans, c'est très vite passé. Donc c'est demain. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la vision d'avenir. Évidemment, il va y avoir de nouvelles machines aussi qui vont permettre de faire non pas que des thermoplastiques, mais aussi du métal. On travaille notamment ici chez Alchimie Open Edge au développement de machines qui permettent d'imprimer à partir de filaments métalliques. Et là aussi, ça va être une vraie révolution industrielle dans la révolution elle-même. Voilà, donc c'est un petit peu ma vision de l'avenir et qui va vraiment prendre le pas. Ça, c'est un petit peu la vision. La deuxième chose, c'est des machines de plus en plus grandes qui vont permettre de faire des objets de plus en plus grands. Et donc voilà, il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que les électroniciens chez nous, les designers, ils sont pas au chômage. Hein. Vivement demain, ouais. Et alors la question que tout le monde se pose, comment on fait pour fabriquer une imprimante 3D? Il faut commencer par le début, c'est-à-dire que dans une usine comme la nôtre, où on fabrique des machines de fabrication additive, eh bien nos machines fabriquent nos machines. Et donc la première chose intéressante, c'est ce qu'on peut voir là, c'est-à-dire avoir une ferme de machines qui fabriquent les pièces pour nos machines. Et cette ferme de machines qui fabrique les pièces, là pour l'instant, on les a installées provisoirement là. Et l'objectif, c'est donc d'avoir un maximum de machines qui vont fabriquer les pièces nécessaires à l'usine. Alors ensuite, l'objectif pour nous, c'est de monter les machines sous forme d'une chaîne rectiligne. On va utiliser les tables support à roulettes. Et donc l'opérateur va partir en début de chaîne, ici. Il va prendre les différents éléments tout au long qui seront stockés de chaque côté des chaînes. Ça lui permettra de monter au fur et à mesure la machine. Et donc, il fait d'abord le châssis, ensuite il va mettre probablement déplacement XY, ensuite le Z, l'électronique, la partie électronique, et après tester la machine avec des pièces test bien précises qui sont intégrées dans notre gamme de fabrication de la machine. Et pour finir, pour éviter les pannes de jeunesse, eh bien, on lance la machine sur des fabrications de pièces plus longues qui permettent de vraiment valider la machine. Et quand la machine est emballée, puisqu'on les emballe pour les livrer dans des caisses bois, pour éviter qu'il leur arrive malheur pendant le transport, eh bien là, la machine est totalement validée, totalement sécurisée, si je puis dire. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Cela me notifie que cela vous plaît et j'essaierai de faire ce type de vidéo un peu plus souvent. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe dans les entreprises. Et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.